Bonjour tout le monde. Je me présente Steve Trank, je suis coach accompagnateur à l'École d'entrepreneurship de Beauce, puis il me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour un webinaire fait en partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ, où la thématique sera le transfert d'entreprise, au-delà des chiffres, l'aspect humain, parce qu'on sait évidemment que pour transférer une entreprise à l'autre, c'est pas juste des actifs, c'est aussi des humains qui, certains quittent, d'autres arrivent. Puis effectivement, on en parle assez peu. Pourtant, c'est un des facteurs les plus importants à considérer pour le succès d'un transfert d'entreprise. Donc, aujourd'hui, on va avoir la chance d'accueillir deux panélistes, deux experts. En fait, Charles Vena, qu'on va voir dans quelques instants. Charles, ne part pas ta caméra tout de suite. Et Julie Morin, du Fonds de solidarité FTQ, qui vont venir justement nous parler d'une expérience qu'ils ont vécue pour le transfert d'une entreprise qui est CMI Mulching. Donc, j'inviterai Julie dès maintenant à se joindre à nous. Donc, Julie, si tu as activé ta caméra. Bonjour, Julie, comment vas-tu? Je vais très bien, merci Steve. Et toi? Ben, ça va super bien. Donc, Julie, si tu voulais me parler un peu de ton rôle au Fonds de solidarité, est-ce que tu peux nous en dire Oui, un peu plus? oui, en fait, j'occupe le rôle de vice-présidente placement privé investissement d'impact pour l'équipe industrie. Alors, qu'est-ce que ça mange en hiver ou qu'est-ce que ça fait? En fait, notre équipe, on vient intervenir dans des transactions en dette, en équité, pour faciliter soit des dossiers de croissance, de reprenariat, de transition, d'expansion. Donc, on a le plaisir de côtoyer des entrepreneurs à tous les jours. Wow, parfait. Ben, merci, Julie. Puis, sans plus tarder, on va inviter aussi Charles Vénat ou Charles Alexandre. Il me disait tantôt que c'est juste sa mère qui l'appelait Charles Alexandre quand il était fâché. Donc, je vais t'appeler Charles. Mais ça n'arrive jamais. Ça arrive jamais. Parfait. Donc, salut, Charles. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de qui tu es avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Oui, bonjour Steve. Effectivement, moi je suis le président, directeur général de CMI Mulching. J'ai la chance d'avoir accompagné les fonds de solidarité ainsi que Namacor dans l'acquisition d'entreprises et par le passé, j'ai été président ou CEO de différentes entreprises manufacturières. OK, parfait. Excellent. Puis, quel coin de pays tu es, Charles, Charles, On exactement? est à Saint-Cyril de Wendover, À Saint-Cyril de dans le Wendover. centre du Québec. Parfait. Où il n'y en a pas des curves. C'est ça. Je ne sais pas si vous faites le lien avec les trois Les trois accords là. accords, oui. Parfait. Excellent. Donc, pour débuter, ce qu'on a prévu, c'est que c'est un partenariat justement avec le Fonds de solidarité, Namacor, toi, Charles, qui est arrivé un peu dans le portrait. Fait que j'aimerais peut-être vous entendre. Là. Je ne sais pas, Julie, si tu veux nous parler un peu de comment ça a débuté tout ça. Oui, bien, on peut peut-être commencer par parler de CMI. Qu'est-ce que CMI? C'est une entreprise qui a été fondée en 90 par un entrepreneur qui a commencé par s'acheter un broyeur avec lequel il y a eu beaucoup de problèmes, qui était constamment brisé, mais le côté ingénieux de cet entrepreneur-là a fait en sorte qu'il l'a amélioré pour pouvoir travailler dans des conditions plus difficiles. Et de fil en aiguille, il en a fait une business qui a grandi, une business qui est devenue une business, une entreprise familiale. Et rendu à un certain âge, évidemment, ben là, il songeait à son futur, à la relève. Et il y a une décision de famille qui a été prise de mettre la société en vente. Et le défi du reprenariat, c'est souvent que les acheteurs et les vendeurs se rencontrent, le fameux maillage. Hein? Le vendeur a quand même eu une première étape qui a été de confier un mandat de vente. Et c'est ainsi que Namacor a pu avoir vent, qu'il y avait une belle pépite d'or sur le bord de l'autoroute 20 qui s'appelait CMI, qui était à vendre. Parce que sinon, ce vendeur et cet acheteur-là ne se seraient probablement jamais rencontrés. Donc, de garder en tête que souvent, pour que le maillage puisse avoir lieu, ça peut prendre des intervenants externes. Et Charles, ben, peut-être que tu peux partager comment Namacor, eux, t'ont trouvé. Oui, ben merci Julie. Namacor est un groupe que je connais depuis 2017. J'ai rencontré un des fondateurs, Patrick Dussault, pour qui j'ai une énorme admiration. Et puis Namacor se démarque parce qu'ils sont non seulement capables de trouver des entreprises, des targets d'acquisition hyper intéressantes avec leur réseau de courtiers ou de professionnels de revente d'entreprises, mais aussi parce qu'ils ils se sont vraiment établis un bon réseau de repreneurs potentiels.
Donc, j'ai appris à les connaître à travers les années, surtout Patrick et un de ses partenaires, Stéphane Huot. Et puis, ben, en apprenant à se connaître, on s'est souvent dit, ça serait le fun de travailler ensemble. Et puis, euh, bien voilà, au mois de septembre 2023 est venue l'opportunité finalement de plonger dans un dossier qui a été l'acquisition de CME Mulching. Donc, je me suis impliqué avec Namacor dès le due diligence, la vérification diligente, jusqu'à la fin, en fait, du processus de négo, parce qu'il faut dire que Namacor était sur le dossier depuis le mois de mai 2023. Euh, et puis, avec l'arrivée du fonds dans le dossier, j'ai eu la chance de participer avec tous les intervenants, incluant le vendeur, euh, pour mener cette transaction à terme. Hmm. Oui, puis ce qu'on aimait beaucoup, nous, Steve, de cette histoire-là, c'est que Namaka, c'est un fonds d'investissement qui n'a pas la réputation nécessairement de vouloir faire des flips, donc de vouloir pouvoir plutôt s'investir dans la pérennité à long terme. Puis on le sait, hein, une entreprise de 60 employés dans une région, ça fait vivre 60 familles, c'est un écosystème, c'est souvent le poumon de la région. Alors, c'est important pour nous de pouvoir garder les propriétés québécoises, donc que les entreprises d'ici restent ici. Et avec l'aide de Namacar et de Charles autour de la table, ben, c'était une histoire de continuité pour nous qui était très importante. Ben, je pense qu'on avait aussi des valeurs qui se ressemblaient et des visions. Donc, et je pense que c'est ça aussi qui a séduit peut-être la famille, hein, Charles. Pourquoi ils ont choisi Namacar? Parce que vous n'étiez pas les seuls là, à s'intéresser à cette acquisition-là. Non, effectivement, et c'est très bien dit, Julie, ça a été un des facteurs décisifs dans leur processus. C'est de trouver quelqu'un qui allait maintenir l'entreprise ici, qui allait investir dans l'entreprise ici. Il faut dire que pour moi aussi, comme repreneur, c'est extrêmement attrayant de travailler avec des fonds, que ce soit les fonds de solidarité ou Namacor, qui ont une vision à long terme. Donc, c'est vraiment un mariage gagnant. Puis on a tellement vu des entreprises québécoises se faire racheter. Ensuite, les usines ou les bureaux se font fermer et ça déménage en Ontario, ça déménage aux États-Unis ou ailleurs. Et puis, je trouve que l'écosystème est rendu très propice et puis on a les fonds, entre autres, à remercier pour cela, pour encourager justement le reprenariat et investir le capital nécessaire et des fonds comme Namacor qui peuvent venir aider à trouver le talent pour le faire euh, pour garder nos entreprises québécoises au Québec et de les faire grandir à l'international. Hmm. Excellent. Merci de partager le tout. Puis effectivement, je pense que c'est un grand enjeu pour le Fonds de solidarité, mais même pour toute la société québécoise. Et évidemment, on s'entend qu'on vieillit tous, des boomers qui s'en vont à la retraite, puis qui se disent, j'ai pas de plan, j'ai même pas de repreneur. C'est un grand enjeu ici qu'on est en train de vivre à cause de la démographie. Puis il y a une statistique qu'on entend qui a été mise par le gouvernement du Québec, c'est que dans un horizon de 5 ans, et ça débutait l'année dernière, on disait qu'il y avait une quarantaine 40 000 entreprises qui devaient passer de main, justement. Des repreneurs, il n'y en avait pas nécessairement autant. Puis effectivement, avec le Fonds de solidarité et l'École d'entrepreneurship de Beauce et d'autres partenaires, on a créé le mouvement Propulsion Entrepreneurship, dont on vous parlera un peu plus tard. Fait que, je sais pas, est-ce que vous aviez autre chose à aborder avant qu'on passe au prochain segment? Julie, toi de ton côté? Non, moi, je pense que ça fait le tour. Je pense qu'on voulait parler là, de l'humain derrière une transaction. Effectivement, puis c'est vers ça qu'on veut aller parce que souvent, lorsqu'on est dans la transition ou le transfert d'entreprise, il y a toutes les notions financières, les notions juridiques, et évidemment de s'assurer que les valeurs ainsi que l'ADN d'entreprise soient partagés. Mais j'aimerais ça débuter avec toi, Charles, puis on va aller un petit peu tu parlais que c'est en 2023 un peu que ça s'est amorcé tout ça ou que ça s'est conclu. Et c'est en début 2024 que ça s'est vraiment concrétisé, si je ne me trompe pas. Effectivement, janvier 2024. OK. Ben, parlons un peu d'avant janvier 2024. Comment Mhm. ça s'amène tout ça pour qu'il y ait une transition qui soit fluide, intéressante, sans trop d'à-coups, mais on s'entend que c'est quand même un changement majeur pour une organisation. Donc, comment tu as vécu ça, toi? Ah, c'est un changement majeur, surtout pour une entreprise comme CMI, qui est une entreprise extraordinaire et qui a été fondée par un entrepreneur extraordinaire, en Daniel Gosselin. Mais il faut dire aussi que tu sais, le mot familial existe, on le mentionne souvent pour plusieurs raisons. Sa famille en entier travaillait dans Oh. l'entreprise. Donc, déjà, il y a ça. Mais en plus, euh, Julie a fait allusion à notre belle bâtisse sur l'autoroute 20.
l'entreprise a démarré sur le garage, sur ses terres agricoles. Donc, pour aller au bureau, il y avait pas très loin à traverser. Il sortait de la maison, puis il allait directement dans un garage qui a pris beaucoup d'expansion à travers les années. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment un bébé pour la famille Gosselin, le CMI, qu'ils ont mis au monde. Et je veux souligner que ce n'était pas que Daniel. C'est un visionnaire extraordinaire, quelqu'un d'incroyable, et sa famille aussi a été là-dedans. Ils se sont tous investis. Donc, ce ne sont pas des décisions de vente qui sont faciles ni évidentes. Et ayant déjà été un PDG qui a vendu d'autres entreprises, je n'ai jamais été le fondateur, je n'ai jamais été le concepteur, et bon, de le dire, ça m'arrache le cœur parfois de le faire parce que c'est un lâcher-prise. Donc, imaginez qu'une entreprise qu'on a mis au monde soi-même, à laquelle on a veillé, tout le monde a été engagé par Daniel, ben, c'est extrêmement émotif et il faut respecter ça. Ensuite, il faut aussi comprendre que souvent, ce genre d'entreprise la culture de l'entreprise tourne beaucoup autour du fondateur et de la famille. Donc, euh, une des premières étapes à franchir, c'est de dire à tout le monde, je ne suis pas cette personne-là. Et puis, le profil du repreneur, souvent, euh, va être différent et parfois doit être différent du fondateur. Les, euh, les talents et les mesures nécessaires pour mettre en place une entreprise et la mettre au monde, parfois ne sont pas celles qui vont être les mêmes pour l'optimiser ou l'amener de l'avant. Et aussi, faut se le dire, euh, chaque individu est différent. Donc, il y a des forces et des faiblesses à combler dans tout le monde, que ce soit une équipe de direction ou dans une PME qu'on reprend. Et donc, force est d'admettre il y a un pont à faire entre ces deux réalités. Il y a quelqu'un de passionné qui a mis au monde l'entreprise, qui la connaît comme le fond de sa poche, et ensuite quelqu'un de nouveau, comme moi, qui vient avec une expérience, un vécu complètement différent. Euh, et ensuite, c'est de rendre les vendeurs, les cédants confortables dans ce processus-là. À qui est-ce qu'ils vont travailler? À qui est-ce qu'ils confient leur bébé? Puis, on dit le mot famille encore une fois parce que l'entreprise ici, c'est une collectivité d'humains, finalement, une entreprise. Et puis, les personnes qui travaillent chez CMI sont passionnées, sont fantastiques, mais eux aussi ont vécu une grande période d'incertitude et de transition qu'on continue à vivre. Et je sais qu'on va en parler plus loin, mais c'était vraiment une entreprise familiale. Tout le monde se connaissait, venait de la région. Ils ont travaillé ensemble très longtemps. La rétention d'employés chez CMI est extraordinaire. Donc, c'est aussi de mettre en confiance le cédant, comment on va préserver cette culture, ces valeurs fondamentales qui ont donné autant de succès à l'entreprise et comment est-ce qu'on va être capable de pérenniser cela à travers les années. Oui, puis Ouais. Charles, moi, j'ai envie Oui. de partager un fait vécu que j'ai moi-même vécu dans cette transaction-là. Tu l'as dit, c'est un deuil à faire. C'est un deuil à faire, le deuil entrepreneurial de cette famille-là. Et il s'est passé un moment, puis c'est dans cette transaction-là, mais c'est dans plusieurs transactions. Puis je sais qu'il y a beaucoup de repreneurs sur la ligne, alors je voulais quand même les sensibiliser au fait que, à un moment donné, puis tu as parlé que ça avait commencé au mois de mai, on est rendu dans le bout de Noël, à un moment donné, là. Il y a un moment où l'entrepreneur, il se pose la question, est-ce que je fais la bonne chose? Et moi, je me souviens, on est à la fin novembre, il est 7 heures le soir, je suis chez moi, et là, je reçois un appel de quelqu'un que je connais qui est l'aviseur du vendeur. Heureusement, je le connais depuis longtemps. Il m'appelle et dit, Julie, on a un problème. Mon vendeur, il ne veut plus vendre. Il est avec sa femme et sa famille. Puis là, ils ont les cold feet. Puis, they want to walk away. Donc là, OK. Là, on a commencé à brainstormer, à essayer de voir qu'est-ce qu'on fait. Parce que là, c'est l'humain, là. C'est l'humain, qu'est-ce qui se fait? Puis moi, j'avais mon équipe le lendemain qui débarquait à Saint-Cyril pour aller faire la vérification diligente. Puis là, ils ne voulaient plus les recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et là, évidemment, bon, ben, c'est ça. Je pense que la relation que l'aviseur avait avec son client, le fait qu'on se connaissait, on essayait de voir, de bien comprendre où était leur crainte, qui fait en sorte que le lendemain, moi, j'ai appelé mon équipe et j'ai dit, vous arrivez là, smooth and easy, en mode écoute. Nous, notre objectif, c'est qu'on trouve un terrain d'entente pour que tout le monde puisse aller de l'avant. Mais ce genre de situation-là, parce qu'on travaille avec évidemment des humains qui doivent faire un deuil, on le vit souvent. Wow.
J'aime vraiment comment tu apportes ça parce que effectivement, que ce soit à l'école ou avec vous, on est témoin de ces situations-là. Puis quand on entame le processus, on voit ça sous la lorgnette financière, des actions qu'il faut transférer. Puis quand ça arrive dans les derniers milles, ben là, c'est le cœur qui prend la place. Puis il faut le réconforter, ce cœur-là, d'une certaine manière, parce que ce qui est merveilleux là-dedans, dans cette transition-là, c'est qu'il y a des gens qui arrivent, il y en a qui partent, mais ceux qui partent, c'est pour aller ailleurs. Puis souvent, le piège qu'on a, c'est que ces dents-là, euh, ils ont tellement mis toute leur énergie justement dans leur projet qu'il n'y en a pas d'ailleurs. Ouais. Ils se sentent un peu démunis là-dedans. Fait qu'il faut les accompagner aussi pour qu'ils disent, hey, il y a un après, puis ça peut être super merveilleux aussi. Charles, je me retournerai vers toi parce que tu nous as parlé d'une certaine manière, puis je me permets, tu sais, de la théorie, il faut faire attention. Ah, mais toi, comment concrètement ça s'est vécu justement de réussir à gagner la confiance du cédant? Qu'est-ce que tu as réussi à faire comme tour de passe-passe pour que tu te dises, wow, Charles, c'est mon homme. C'est une excellente question et puis c'est je ne veux pas dire un combat, mais c'est un combat que je mène encore à tous les jours dans le sens que, regarde, il y a une énorme confiance à gagner du cédant. Et puis, Hmm. encore aujourd'hui, on est capable d'avoir des discussions sur est-ce qu'il aurait fait les choses de la même façon que moi. Euh, mais c'est de le faire dans le respect au début. Bon, je ne cacherai pas, je ne venais pas de l'industrie de la machinerie forestière. J'ai fabriqué des barres de céréales, j'ai été dans le CPG hautement réglementé, dont le cannabis. Donc, tu peux t'imaginer que pour la famille Gosselin, la première réaction, c'était c'est qui ce gars-là? Euh, D'ailleurs, peut-être même pour les fonds aussi. Donc, la clé, c'est ensuite de passer du temps ensemble, de se regarder dans le blanc des yeux, puis apprendre à se connaître. Euh, et puis, j'ai un collègue que j'aime et que j'apprécie beaucoup qui me dit souvent, c'est en parlant qu'on se comprend. Et puis, effectivement, ça a été de passer beaucoup de temps, de démontrer que j'étais présent, que j'étais apte à le faire. Donc, j'ai mis mes capes d'acier, je suis venu passer du temps avec des employés. On a même été dans le processus de vérification de diligence. J'ai voyagé avec les vendeurs, aller rencontrer les clients. Ça, je pense que c'est démontrer le fait que je n'étais pas un intervenant qui venait d'un mystérieux fonds financier, un petit pousseux de crayon qui ne se roulera pas les manches et qui ne s'impliquera pas. Mais encore là, il faut que les bottines suivent les babines. Donc, c'est une chose de le dire pré-transaction, c'est une chose de le dire à travers la clôture, mais je dis encore que c'est un combat que je mène à tous les jours parce que euh, de gagner la confiance d'une équipe, ça prend du temps et ça se Hmm. perd facilement. Et puis, c'est pas juste le cédant, c'est toute l'équipe chez CMI. Et puis, à tous les jours, c'est de démystifier qui on est, quels sont les objectifs de ce nouveau groupe, d'apprendre à se connaître, à se parler, pour finalement arriver à la conclusion qu'on veut les mêmes choses. On veut la pérennité de l'entreprise, on veut le succès de l'entreprise. Et puis, à travers ce genre de transition-là, qui peut faire peur aux cédants, mais qui fait aussi peur à l'équipe, euh, c'est aussi de voir que quand une figure comme est présente dans plein de PME québécoises, mais dans notre cas, comme Daniel, qui connaissait la machine, qui connaissait la compagnie comme n'importe qui d'autre, ben, en perdant cet élément clé de l'entreprise-là, je n'étais pas là pour le remplacer seul. Il fallait que l'équipe aussi vienne graviter autour de moi et s'enligne autour des nouveaux arrivés pour dire ensemble, on va entreprendre le défi avec l'objectif d'éventuellement améliorer l'entreprise. Et je pense que c'est de faire valoir à tout le monde dans la chaîne cette chose-là. Mais pour en revenir à la base, comment bâtir le lien de confiance entre le cédant et le repreneur? Tout simplement, c'est de se parler, de trouver les valeurs en commun qu'on a et ensuite, il faut que les gestes suivent les paroles. Wow. Julie, de ton côté, tu viens d'entendre cette part de témoignage-là de Charles. Comment ça te fait réagir? Bien, je pense qu'il a touché plusieurs bons points et il y a une période de cohabitation normalement dans des transferts d'entreprise. Là, ça ne se fait pas avec une coupure du jour au lendemain. Donc, c'est une gestion de changement. Le rôle de comment on va communiquer avec l'équipe, que les rôles soient clairs de qui fait quoi. Et la communication, l'aspect de la communication est très important selon moi.
Ça garantit souvent, c'est là que ça passe ou ça casse, de ce qu'on peut observer. Puis si on fait aussi peut-être, je vais faire peut-être un petit pas de recul parce que là, on est déjà dans le après, là, mais Oui. dans le avant, si j'avais aussi un conseil à donner aux cédants, il y en a quelques-uns sur la ligne, un peu moins que les repreneurs, c'est de vous préparer psychologiquement, mais aussi au niveau de vos affaires. D'avoir vos papiers en ordre, vos états financiers. Il va y avoir beaucoup de questions qui vont être posées dans la vérification diligente de l'investisseur, que ce soit un fonds, que ce soit un repreneur externe. Donc, d'avoir ces papiers déjà prêts là pour pouvoir répondre aux questions vont nettement faciliter la transition parce qu'évidemment, ça demande beaucoup d'énergie pour une petite équipe, surtout quand ce sont des PME. Donc, si ce travail de préparation-là était fait en amont, ça va nettement faciliter aussi la transition et la transaction comme telle. Je ne sais pas si Charles, tu veux Wow. rajouter quelque chose là-dessus Oui, je suis tout à fait spécifiquement. d'accord. Puis ça ne peut qu'améliorer la réalisation de la valeur de la compagnie parce que n'importe quel intervenant ou entreprise qui rachète ou font, peu importe, va regarder ça, va dire, bon, il y a une claque à donner, un investissement à faire. Donc, de le faire à l'amont, ça aide beaucoup. Puis ça aide aussi les relations interpersonnelles. Ça évite ben là, vous autres, vous nous demandez ça. Quand c'est oui, on le demande, mais n'importe qui va vouloir voir des choses comme des rapports environnementaux, comme les contrats, etc., etc. Ça évite aussi, dans une période de haute émotion et avec beaucoup de stress, d'être obligé de courir après sa queue pour aller chercher cette même information-là. Donc, d'être bien préparé, ça vaut pour beaucoup. Wow. C'est intéressant parce qu'effectivement, tu sais, se préparer à vendre son entreprise, ben, malheureusement, pour certains, ça va être le plus bel investissement de leur vie. OK? De Mhm. vendre son entreprise, entre guillemets, là, je vais le dire en bon québécois, c'est une belle passe de cash peut-être à faire. Mais malheureusement, les gens préparent pas ça. Puis c'est autant qu'on met de l'argent dans des REER, dans des fonds mutuels, mais pour ça, on s'y prépare assez peu, puis on arrive à la fin un peu bousculé. Puis juste parce qu'on n'avait pas les papiers, ben c'est peut-être des centaines de milliers de dollars qu'on laisse sur la table parce qu'on n'a pas pu montrer patte blanche comme on aurait pu si on s'était bien préparé. Fait que, évidemment, pour les cédants, il y a ces aspects, je vais dire, financiers pour la revue diligente qui sont importants à considérer, mais il y a les aspects aussi personnels qu'il faut considérer. Qu'est-ce qu'on va faire de la suite de notre carrière par rapport à ça? Euh, J'aimerais déjà dire, je trouve super intéressant la conversation. S'il y a des gens qui ont des questions vers la fin de la rencontre, on pourra prendre quelques questions. Donc, vous savez que dans Zoom, vous avez une fonction qui est Question and Answer, Q&A. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les noter là. Puis, au fur et à mesure dans la conversation, on va pouvoir les adresser directement à Julie ainsi qu'à Charles. OK. Fait que là, on a parlé un peu du avant. On a fait un peu un pont sur le après. Julie nous a ramené à l'ordre. Tu l'as super bien fait. Mais le milieu, là, quand c'est en train de se passer, la journée 1 que là, tu as tes câbles d'acier, mais pas comme un visiteur, comme un propriétaire. Qu'est-ce qui s'est passé, Charles, pour toi? C'était quoi les défis auxquels tu as eu à faire face au jour 1? Ben, premièrement, faut pas oublier que oui, il y a une portion de deuil pour plusieurs personnes. Et donc, euh, comment dire, j'ai été très chanceux d'être accompagné par Namacor et par les fonds de solidarité quand on a fait l'annonce, qui s'est quand même très bien déroulée, puis ça a démontré l'unité du nouvel actionnariat. Euh, mais en arrivant, il faut aussi comprendre que pour nous, on a hâte, c'est notre nouveau jouet, c'est la nouvelle compagnie. Mais pour d'autres, attends, là, ça allait bien avant. Puis il y a du monde qui viennent de l'apprendre et l'émotion est toute fraîche. Donc au début, c'est beaucoup d'écouter, d'essayer de comprendre et de se rendre disponible. J'ai tendance personnellement à vouloir aller vite, mais il faut comprendre et être très sensible à la réalité de l'entreprise. Et puis, je me répète là-dessus, mais ce n'est pas que le cédant qui a été contribuant au succès, c'est toute l'équipe autour. Et ce monde-là, peut se sentir très déstabilisé. Euh, Quelqu'un de nouveau, nouvel intervenant, la chimie va être différente, qu'est-ce qui va changer? Puis il y a le qu'est-ce qui va changer pour moi. Donc, dans cette incertitude-là, il faut balancer le besoin d'avoir des fonds d'investissement et des banques qui vont vouloir avoir du reporting, une nouvelle poussée de croissance qu'on va vouloir amener
des nouveaux membres de l'équipe qui vont se joindre euh, à l'entreprise, ainsi que de vivre et de rassurer l'équipe autour de la table que finalement, ça va être bon et pour le positif. Encore là, que les bottines suivent les babines. Il faut le prouver au monde et ça, c'est quelque chose qu'on fait à tous les jours. Puis ça peut être aussi angoissant, tu sais, partir d'une entreprise familiale où tu gères ça, tu sais, avec, entre guillemets, ton gros bon sens Mhm. au départ. Puis là, tu te ramasses qu'il y a des joueurs externes à qui il faut peut-être rendre des comptes. C'est sûr que pas juste pour le cédant, mais pour l'ensemble de l'équipe, ça peut devenir déstabilisant. Julie, par rapport à ça, comment une organisation un peu externe comme le Fonds de solidarité est en appui là-dedans dans cette transition-là? Oui, tout à fait. Nous, on s'adapte. Évidemment, tu sais, on parle de gestion de changement ici. Il y a un dosage, hein, il y a un dosage et puis il y a un rythme des changements qui doit être pris en compte. On a l'avantage aussi, au fond, d'avoir une équipe qui s'appelle Astuce, qui accompagne, qui fait toutes sortes de types d'accompagnement avec nos entreprises partenaires, que ce soit pour gérer le plan de communication dans un contexte de changement d'actionnaire, que ce soit lorsqu'on met en place une gouvernance, parce que lorsqu'on investit, normalement, on met en place un conseil d'administration. Donc, choisir les bons intervenants qui vont être autour de la table de ce conseil d'administration-là. Puis, pour l'équipe de direction, ben, c'est nouveau d'avoir un conseil d'administration à qui il faut fournir aussi des documents. Donc, on vient souvent faire une formation en gouvernance à l'équipe de direction. Et donc, on apprend à courir avec eux en marchant d'abord, évidemment, puis en s'adaptant au rythme, en comprenant tout à fait, parce qu'on le fait depuis plusieurs années, qu'on est dans une PME. Wow. C'est un excellent point. L'accompagnement que j'ai reçu était vraiment extraordinaire. Dans la visite, durant la revue diligente, effectivement, tu sais, des fonds est venue avec moi porter ses capes d'acier, comme il a fait allusion à Julie plus tôt, après ce fameux appel téléphonique du soir. Euh, et puis, ça nous a permis tous de constater quels seraient quelques défis, essayer de les prévoir et de se préparer. Donc, Namakor a aussi comme philosophie de préparer ce qui s'appelle un plan d'intégration et de création de valeur, qui a reçu le input du conseil d'administration, des fonds et auquel j'ai participé à la rédaction avec l'équipe de Namakor, finalement qui prépare pas juste les premiers 90 ou 100 jours, mais vraiment la première année. C'est un plan qui est très évolutif, mais comme repreneur, plus on est préparé, euh, plus ça aide. Et puis, il y a des choses qui peuvent sembler comme des banalités, mais on passe sa première semaine à pas faire grand-chose, entre guillemets, de productif parce qu'il y a les changements de compte de banque, les enregistrements aux organismes gouvernementaux. Il y a toutes sortes de choses à faire pendant qu'on se fait poser des questions. Puis là, le plus gros défi, c'est je vais être présent pour le monde, mais je suis pris dans un bureau à remplir de la paperasse. Ce qui ne renforce pas l'image que je vais être un gars de terrain plus qu'un pousseur de crayon, mais peu importe, ça fait partie de cette dynamique. Donc, c'est tout le temps assez intéressant. Et ça prend du temps pour que l'émotion retombe de tout le monde, puis qu'on soit capable de communiquer ouvertement, d'apprendre à se connaître. Euh, Hmm. Puis ce que je dirais aussi, c'est que oui, les fonds étaient un excellent partenaire là-dedans parce qu'ils ont énormément d'expérience. Donc, j'ai un représentant du fonds sur mon conseil d'administration à qui je parle fréquemment, qui a participé à l'investissement dans le dossier, pour qui j'ai une énorme estime, mais qui aussi souvent prend le téléphone ou m'envoie un courriel, dit Charles, comment est-ce que je peux t'aider? On a des entreprises dans des domaines semblables. Je peux lui dire, hey, Martin, j'ai tel et tel défi. Il dit, ah, ben, ça tombe bien, dans telle entreprise, on a vécu la même chose. Aimerais-tu que je te mette en lien avec le PDG? Et ça, c'est une carte d'appel extraordinaire. Oui. Wow. Bien, on a 3 300 entreprises et même peut-être plus. Là, je n'ai peut-être pas le dernier chiffre à date, partenaires du fonds. Donc, parmi celles-là, il y a toujours quelqu'un qui a vécu une situation et on peut faire, on peut favoriser ça pour que des entrepreneurs se parlent entre eux. Il y a déjà des questions que je vais vous adresser dans quelques instants. On parle beaucoup du fonds et comment il peut venir en aide aux repreneurs. Moi, j'aimerais ça inverser la question. Julie, c'est quel type de repreneurs qui sont pour vous des repreneurs idéaux? C'est quoi le profil d'un bon repreneur de votre perspective? Et c'est une bonne question, Steve, puis on se fait fréquemment approcher.
Je parlais avec un collègue des fonds régionaux récemment et il me disait, Julie, des repreneurs qui me disent, as-tu une business à vendre? As-tu entendu parler d'une business qui serait à la recherche de repreneurs? C'est à toutes les 2 semaines. Mhm. Donc, ce que j'aurais comme message à dire aux repreneurs, outre de suivre la formation de l'EEB, où ils vont apprendre plein de trucs, qu'il faut qu'ils sachent se distinguer. Il faut qu'ils sachent ce qu'ils cherchent, puis il faut qu'ils sachent se distinguer parce qu'il y en a des repreneurs. Oh. Et je pense qu'il faut qu'ils soient prêts aussi à mettre de l'argent. C'est la première question souvent que nous, on pose. C'est quoi le skin in the game du repreneur? Donc, nous, on aime bien, à la mesure évidemment de leur capacité financière, qu'il y ait du skin in the game, une certaine contribution à la transaction. Donc, le repreneur idéal, ben, c'est quelqu'un qui a un côté entrepreneur, évidemment, qui comprend que ce n'est pas une job de 9 à 5 être entrepreneur, que c'est vraiment, il faut être commis, qui a aussi évidemment des compétences de gestion, parce qu'un entrepreneur, c'est aussi un gestionnaire, et aussi qui a évidemment peut-être une contribution financière à fournir. Ah. Là, Charles, de ton côté, si tu avais pour des repreneurs potentiels des conseils sur des habiletés ou compétences à avoir ou acquérir, ce serait quoi la liste là, des choses à ne pas contourner, surtout pas? Ben, je dirais qu'il faut réseauter activement. Tu sais, j'ai mentionné au début de notre webinaire que je connaissais les fonds Namacor depuis 2017. Hmm. Ça a pris jusqu'en 2023 qu'on trouve le bon projet. C'est une question de timing. Est-ce que l'entreprise est dans une situation ou dans un secteur pour lequel j'étais personnellement un fit? Il fallait que je sois disponible. Donc, il y a toutes sortes de facteurs. Et puis, donc, de voir quel est l'écosystème d'institutions comme, oui, les fonds de solidarité. Il y en a d'autres qui sont très grands et il y en a des plus petits qui se spécialisent. Donc, c'est vraiment réseauté, aller voir, participer aux chambres de commerce, euh, participer à des formations comme à l'école d'entrepreneurship de la Beauce, euh, parler à d'autres, essayer de voir qui dans le réseau ils connaissent. Puis aussi, il faut dire que d'être repreneur, va souvent nous mener à être un généraliste et donc d'essayer de s'exposer à de différentes situations des différents défis, euh, peuvent donner des bons, excusez-moi l'anglicisme, mais des bons case studies pour démontrer à un fonds qu'on est apte à prendre cette prochaine étape. Ce n'est vraiment pas un 9 à 5. C'est quelque chose qui demande un investissement énorme, pas juste monétaire, pas juste émotif et de temps du repreneur, mais aussi de la famille du repreneur. Je suis parfois surpris que mon chien me reconnaisse quand je reviens d'un long voyage, mais je veux dire, j'ai une blonde extraordinaire et très compréhensive. Mes amis ont appris que parfois, si je ne leur réponds pas, c'est parce que je leur en veux, mais bien parce que je voyage ou je travaille. Et donc, il faut être prêt à confronter cette réalité. Mais Hmm. c'est un travail extraordinaire et passionnant. Donc d'aller chercher, de réseauter et d'essayer d'apprendre aussi d'autres repreneurs, je crois que ça peut mener à ce genre de belle opportunité. Wow. Charles, je pense que tu es l'incarnation de, justement, à l'école, notre mission, raison d'être, c'est de nourrir la flamme entrepreneuriale. Toi, le feu, il est allumé, c'est clair. Mais j'aimerais t'entendre, parce que des fois, on se questionne, est-ce que l'entrepreneuriat ou le repreneuriat est pour moi? Qu'est-ce qui te drive là-dedans, toi, personnellement, Charles? Pourquoi tu fais tout ça? Parfois, je me pose moi-même la question, mais blague à part, euh, parce que j'adore les défis, parce que je suis un passionné de bâtir. Tu sais, c'est drôle, mais euh, quand on réfléchit à ce qu'on disait, tu sais, tout le monde se fait poser par ses parents, qu'est-ce que tu veux être quand tu vas grandir? Puis moi, je ne voulais pas être astronaute, je ne voulais pas être pompier. On avait un gars qui faisait des petits travaux, qui était capable de construire n'importe quoi. On l'appelait Monsieur Winston. Moi, j'ai dit, moi, je vais être comme Monsieur Winston, je vais être menuisier, je veux bâtir des choses. On dit, tu veux être ingénieur. Mes parents sont deux avocats corporatifs. Non, non, tu veux être ingénieur. Non, non, je veux être. Bref, ils m'ont convaincu que je voulais être ingénieur, mais c'était pas ça. Moi, j'aimais avoir les mains dedans. J'aime bâtir, j'aime essayer de trouver les bons éléments, puis comment est-ce qu'on construit quelque chose de concret. J'ai une formation en finance,
J'ai fait 2 stages dans une grande firme financière, mais sincèrement, la flamme s'est vraiment allumée quand j'ai travaillé dans une entreprise familiale dans laquelle ma famille était actionnaire. J'adore le défi à tous les jours, à chaque meeting, je peux faire quelque chose de différent. C'est incroyablement stimulant. Ça vient avec énormément de pression. Il faut être capable de ravaler son ego souvent. J'ai un autre PDG d'une compagnie d'Amacar qui l'avait bien dit. Il faut être prêt à prendre des claques dans la face souvent. Mais en même temps, c'est tellement enrichissant comme défi de prendre quelque chose, une entreprise. Euh, et moi, j'ai eu la chance de le faire dans plusieurs domaines, donc d'apprendre à profondément le secteur, les fournisseurs, les Mm. clients et oui, les employés. Donc, c'est d'aller chercher tous les stakeholders autour de ça. Euh, donc, j'ai de la misère, je lance beaucoup de mots, mais j'ai de la misère à vraiment vous dire exactement ce qui m'allume, sauf que j'adore les défis. Je veux bâtir quelque chose de significatif, puis j'ai toujours une admiration énorme pour les entrepreneurs. Donc, pour moi, de venir reprendre une entreprise extraordinaire comme CMI, puis de l'amener au prochain niveau, on aimerait tripler le chiffre d'affaires dans 3 ans, on veut faire 10X en 10 ans, bien, ça va passer par mettre en place d'excellentes fondations, de bâtir une belle équipe et de faire rayonner cette entreprise extraordinaire à travers le monde. Wow, merci, merci Charles. Je me tournerai déjà vers les questions qu'on a reçues. On en a deux, entre autres, là. La première, M. Charles Delay nous demande quels sont les 3 critères primordiaux que Charles a identifiés dans sa recherche d'entreprise. Puis je commencerai peut-être avec ça, puis ensuite il y a une sous-question. Donc, c'est quoi tes critères là, dans la recherche d'une entreprise de ta perception? Qu'est-ce qui est important pour toi? Ben, c'est une question que je vais répondre peut-être différemment qu'elle a été intentionnée parce que, en fait, Namakar avait déjà ciblé l'entreprise Hmm. et puis ils m'ont ensuite trouvé. Donc, moi, j'ai choisi de travailler. Bon, évidemment, eux aussi m'ont choisi, mais moi, j'ai choisi de travailler avec Namakar parce que je les voyais comme un partenaire qui s'investit à long terme, qui ont des valeurs humaines, qui viennent appuyer le côté financier, puis d'un côté stratégique, d'un côté humain. On était déjà très alignés. Donc, pour ça, c'était une valeur sûre d'avoir un partenaire comme les fonds de solidarité aussi qui partage cette vision de pérennité du côté humain. Pour moi, c'était très, très important. Je ne voulais pas rentrer dans un flip. Donc, ça, c'était ça pour moi. Mais pour un fonds comme Namakar, comment trouver des entreprises? Bien, sincèrement, les critères sont généralement dans le fond. Et puis d'ailleurs, je ferai ma petite promotion rapide pour Namakar. Ils sont activement en train de déployer le fonds 1 et en levée de fonds aussi pour le fonds numéro 1 pour chercher des PME québécoises manufacturières qui ont entre 5 et 12 millions d'EBITDA, donc d'entreprises rentables. Dans le cas de Namakar, c'est des buyouts complets. Il y a d'autres fonds ou d'autres formules qui vont fonctionner différemment, mais là, c'est un rachat complet et qui sont dans un marché niché où est-ce qu'on croit qu'il y a un beau potentiel d'exportation. Donc, dans le cas de CMI, ça se résume en entreprise rentable, un cédant qui voulait vendre toutes ses parts avec un produit qui est vraiment premier de classe, où est-ce qu'il est présent, mais où est-ce qu'on n'est pas dans tous les marchés. Donc, on vend actuellement beaucoup dans l'Ouest canadien, on vend en Ontario, au Québec, dans le Midwest américain et un peu sur la côte Est, mais il n'y avait aucune représentation du tout dans l'Ouest américain. L'Amérique latine, dont je reviens, j'étais là la semaine dernière, on a déjà vendu des machines, mais très peu. L'Australie, même chose, on vend un petit peu en France, mais pas encore à travers l'Europe. Donc, il y a un beau potentiel de croissance organique et une industrie où est-ce qu'on croit qu'on peut rajouter de la valeur et accélérer notre croissance en allant trouver pardon, des opportunités de croissance par fusion et acquisition. Où est-ce qu'il y a d'autres entreprises semblables, nichées, complémentaires, avec lesquelles, une fois les bases construites ici, avec l'équipe en place, on va être capable de racheter et d'intégrer euh, dans l'organisation. Donc, je dirais que c'est une combinaison de profitabilité, du fait qu'on ait la possibilité de racheter en total l'entreprise dans un domaine niché, donc où est-ce qu'il y a pas une énorme compétition nécessairement hyper sophistiquée, où est-ce qu'on croit qu'il y a à la fois un fort potentiel de croissance organique, donc nouveaux marchés, nouveaux produits, et par M&A, fusion-acquisition.
C'est intéressant, Julie, je vais me tourner vers toi, mais ce que je remarque là-dedans, c'est que évidemment, on parle beaucoup de l'aspect humain dans un transfert d'entreprise, donc effectivement, ça prend un petit coup de cœur, mais de l'autre côté, il faut être très rationnel quand même, tu sais, et stratégique. C'est une entreprise, il faut qu'elle vive, il faut qu'elle survive, donc les aspects de potentiel, de rendement et tout ça, il faut toujours les prendre en ligne de compte. Julie, par rapport à ce que Charles vient de nommer, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter? Non, peut-être l'élément que je trouve intéressant dans l'histoire de Charles, c'est qu'il a fait équipe avec un fonds d'investissement. Et pour les repreneurs qui sont à l'écoute, c'est peut-être une avenue qu'ils n'avaient pas envisagée, de dire je vais faire équipe avec des fonds d'investissement. Et il y en a de plus en plus au Québec qui s'intéressent la petite et la moyenne entreprise. Le fonds, d'ailleurs, a une stratégie d'investir dans ces fonds-là pour assurer une pérennité à travers eux. Des fonds souvent qui vont faire des acquisitions de majorité. Donc, peut-être être une avenue comme Charles le fait, de venir cogner aux portes de ces fonds d'investissement-là pour faire équipe avec eux, pour reprendre. Parfait. Je disais qu'il y a une sous-question, je vais la garder pour la fin de la part de M. Delisle. Donc, l'autre question qu'on avait de M. Maxime Tremblay, est-ce réaliste de vouloir gérer plus d'une entreprise ou est-ce que d'être repreneur d'une entreprise demande déjà tout notre temps? Donc, être un repreneur en série ou en parallèle, je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable? Je lance la question aux deux, je ne sais pas qui veut se lancer là-dedans. Charles, as-tu le temps d'avoir une deuxième entreprise à t'occuper? Non, absolument pas. Euh, Bon, il y a les Elon Musk de ce monde qui sont c'est PDG de 6 entreprises, mais je dirais que c'est de loin l'exception. C'est énormément de temps, ça demande son âme et son cœur. Et d'ailleurs, c'était un peu la crainte de l'équipe ici, des cédants, que, OK, ben là, Charles, il va venir ici, il va passer 2, 3 mois, il va regarder ça, puis il va cette année, il va aller travailler sur les autres acquisitions. Moi, je suis à 100% de mon temps dans CME Mulching. J'ai investi Wow. dans CME Mulching et non dans Namacar. Et pour moi, je n'ai pas vu de recette gagnante pour du reprenariat de cette taille où est-ce qu'on pourrait faire plus qu'une chose à la fois. Hmm. Julie? Bien, en fait, moi, je pense que c'est possible quand on a une équipe de direction qui est déjà là. Pour vous donner peut-être un exemple, quand on a des fonds d'investissement qui achètent une entreprise, qui a déjà toute son équipe, l'équipe reste, l'équipe investit, à ce moment-là, pour le fonds d'investissement, ils ont peut-être moins besoin d'envoyer quelqu'un sur place parce que l'équipe, elle est là. Et c'est plus dans un contexte peut-être de rachat avec les cadres que la transaction s'est faite. Fait que c'est peut-être dans ce contexte-là que je vois que c'est possible. Mais si le cédant n'est plus là, ça prend un repreneur qui va s'investir corps et âme. C'est un très bon point. Ça dépend du mandat dans lequel on rentre. Oui, Dans mon cas, ça a été vraiment, c'est ça. c'est de remplacer l'équipe de direction au complet au fait que ce soit la famille ou des retraites déjà planifiées. Euh, Effectivement, dans le cas de vente minoritaire où est-ce qu'un repreneur vient se joindre à une équipe déjà bien établie, je pourrais peut-être changer d'avis. Bon. Donc, je vais poser la sous-question de M. Delisle. Pour toi, Charles, c'était quoi le plus grand apport du Fonds de solidarité FTQ dans ce projet-là? Euh, en fait, je pense que je dirais l'apport, c'est de savoir qu'on a un partenaire qui est aligné sur le plan humain et qui s'investit non seulement dans l'entreprise, mais en moi personnellement. Ce que je veux dire par ça, c'est que peu après mon arrivée, j'ai reçu une invitation des fonds pour un cocktail de réseautage avec la PDG du Fonds de solidarité, justement, et qui a regroupé tous les chefs d'entreprise qui font partie du portefeuille du fonds. Le fait d'avoir euh, mon directeur d'investissement ou le directeur d'investissement du fonds qui est sur mon conseil d'administration est extraordinaire parce que, je l'ai mentionné plus tôt, j'ai une question, un enjeu. Il n'hésite pas à me connecter ou à m'aider de ce côté-là. Puis ça, là, pour un repreneur, on dit souvent en anglais, It's lonely at the top, de se sentir moins seul, de se sentir appuyé et épaulé. C'est là. Et puis, de se faire rappeler aussi par le fond, on est là pour le long terme. Donc, si il y a un enjeu,
On va être là pour supporter pas juste les bons temps, mais aussi les temps plus tempestueux qui inévitablement font partie de l'historique de n'importe quelle entreprise. Wow, parfait. Comment tu reçois ça, Julie? Ben, je trouve ça agréable d'entendre ça parce qu'effectivement, je pense que c'est une des forces du fond, notre réseau, notre côté humain, notre ADN, de où on vient, ça part de là. Puis, je trouve ça intéressant de voir qu'on est là beau temps, mauvais temps. Particulièrement, moi, je couvre le secteur forestier qui a eu des hauts et qui vit des périodes plus difficiles. Je couvre aussi des industries là, qui ont entendu des annonces plutôt perturbantes récemment avec les tarifs. Donc, de savoir que la vision du fonds, une vision à long terme, va pouvoir permettre de continuer à soutenir ces entreprises-là qui sont dans des situations parfois, il y a des hauts et des bas. Alors, je trouve ça le fun parce que c'est vraiment ce qui m'a attiré moi aussi à me joindre au fonds il y a 4 ans. Hmm. Puis on dit le fond, mais c'est le fond de solidarité. Et puis ça, j'aime beaucoup ça, tu sais, dans votre Oui, raison sociale, oui, d'une certaine manière. Vous oui, êtes solidaires, vous êtes là pour la oui, longue run, comme on dit. Puis il y a quelque chose, je vous écoutais les deux, puis tu sais, le thème du webinaire, c'est le transfert d'entreprise au-delà des chiffres, l'aspect humain. Ben, semble-t-il que vous l'incarnez. Charles, qui vient de nommer, qui a le plus oui, apprécié, c'est quasiment d'avoir été invité pour qu'on puisse oui, se jaser. Parce que oui, c'est très vrai, en entrepreneuriat ou en reprenariat, à un moment donné, on se ramasse avec tout le fardeau du monde, puis d'avoir des gens sur qui on peut compter, sur qui on peut partager un peu nos craintes, nos peurs. Puis des entrepreneurs, il y en a eu avant nous. OK? Ces gens-là, ils ont de l'expérience à partager, ils ont des contacts, ça fait que je trouve ça vraiment génial. Puis une des clés, Charles l'a dit tantôt, c'est de se faire des contacts, des réseaux, de connaître du monde. Puis pas pour du favoritisme, là. C'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur des gens qui ont des ressources qui peuvent nous partager. Euh, J'aimerais, on approche vraiment de la fin. Si vous aviez des conseils, bons coups, mauvais coups, dire, gang, si vous embarquez dans un projet de repreneuriat, là, c'est quoi les incontournables, les choses qu'il faut vraiment faire attention et les choses qu'il faut absolument pas faire? Charles, qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit? Qu'est-ce que tu aimerais offrir aux gens Ouf. qui nous écoutent? C'est toute une question, ça, Steve. Écoute, tu sais, moi, chaque personne est différente, chaque entreprise est différente. Donc, il faut reconnaître ça. Hmm. On peut s'acheter n'importe quel livre, prendre n'importe quel cours. Quand on passe du théorique à la réalité, ben, on dit souvent que ça peut être très différent sur le plancher des vaches. Donc, ça, il faut le reconnaître. Et je pense qu'il faut faire preuve d'humilité dans tout ça, ce qui n'est pas toujours mon point le plus fort, mais il faut faire preuve d'humilité et puis parfois, il faut être capable de se remettre en question. Je donne un bon exemple. Bon, ici, on fabrique de la machinerie. On fait des chenillards automoteurs qui sont des porteurs de broyeurs forestiers. C'est très niché, mais finalement, c'est des gros tankas sur chenilles. Et donc, quand un dessin change, basé sur mon expérience récente dans d'autres entreprises, je me suis dit, ben, un dessin doit être un document contrôlé. On doit faire tout un processus de changement de cette pièce-là. Quelles peuvent être les répercussions? Est-ce qu'on a fait une analyse de risque? Donc, premier mois, j'ai dit à tout le monde, regarde, quand un dessin change, venez juste m'en parler au début, là, je veux juste essayer de comprendre. Ça n'a pas été long que j'ai eu de contremettre de la soudure dans mon bureau avec des mots que je ne répéterai pas sur ce webinaire pour me dire à quel point j'étais fou. Donc, c'est de choisir ces moments aussi, parce qu'il est venu 2, 3 mois plus tard euh, une situation dans laquelle ce genre de processus-là aurait été très utile. Donc, je dirais, il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Trouver le bon moment, mais quand on a une opportunité de faire le point de façon euh, plus illustrative, qui va le mettre clair à tout le monde et démontrer le pourquoi, euh, et pas juste le comment on va faire différemment, je pense que ça, c'est un incontournable. Donc, Wow. mais sérieusement, il n'y a, pas deux situations complètement pareilles. Donc, c'est d'essayer d'apprendre le plus possible, de faire preuve d'humilité, écouter, de se remettre en question souvent, et puis never let a good crisis go to waste. Wow. Puis j'entends aussi là-dedans, tu l'as dit d'entrée de jeu, se parler, s'écouter, se comprendre. Puis le pire qui peut arriver, c'est quand on arrive comme un nouveau joueur dans une organisation, les gens, si on ne parle pas trop, vont nous prêter des intentions.
il fait sûrement ça pour telle raison, il fait ça pour l'argent, il veut nous revendre et tout ça. Puis toute cette machine à rumeurs-là, là, ça peut devenir rapidement toxique. Donc, justement, tu parlais d'humilité, mais des fois aussi de dire, c'est par là qu'on s'en va, gang. OK? Les raisons pour lesquelles on le fait, puis qu'est-ce que ça va nous permettre. Effectivement, il faut être très ouvert, mais en même temps, pas brusquer les choses. Merci, Charles. Julie, toi, qu'est-ce que tu aurais comme Ben, incontournable? ben, en fait, moi, je pense que la préparation, tant du côté du repreneur que du cédant, elle est souvent sous-estimée. Le meilleur conseil que je pourrais dire, c'est de vous préparer, que vous soyez en train de réfléchir à la relève ou de réfléchir à reprendre. Préparez-vous et entourez-vous. Entourez-vous. Entourez-vous des fois, on hésite à vouloir débourser se faire accompagner tant au niveau de la fiscalité, se faire accompagner plutôt dans un processus de vente, se faire accompagner d'un autre côté. Mais il y a plusieurs choses à garder Faites-vous un SWAT team, là, un deal team qui va être là avec vous pour passer au travers ce processus-là. Parce que sinon, vous allez trouver que ça peut être long seul. Puis, pas tomber pour les repreneurs, pas tomber en amour avec la première cible. Wow. C'est un bon point, ça, Julie. Puis, Ouais. puis au point de préparation, ce qui est tellement important pour éviter les délais qui causent une frustration énorme pour tout le monde. Puis je reviens, il peut y avoir des banalités, là, mais le compte de courriel du fondateur, souvent, c'est pas juste la business là-dedans. C'est faire le ménage de tous les TI, tous les tout, tu sais, les véhicules, you name it. Puis dans notre cas, sérieusement, c'est une business très, très clean, mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, Quand je dis clean, je parle de complications. Tu sais, parfois, ils ont plusieurs entreprises, comme nos Oui, cédants avaient d'autres entreprises qui étaient chacune déjà des entités séparées. oui, Mais oui. les comptes à payer d'une entreprise parfois rentraient dans le courriel. Donc, tu sais, Ah oui. ça devient ensuite des irritants pour tout le monde. À la fois le cédant aussi, qui veut dire pourquoi il y a des délais, pourquoi est-ce que je sais, pourquoi est-ce qu'on me demande de changer mon compte de courriel, pourquoi est-ce que qui peuvent être évités. Donc, c'est pas juste les avocats, c'est pas juste les Tout le comptables, monde, c'est ouais. vraiment global. Tu sais, il y a un dicton qui dit que la compétence coûte cher et l'incompétence coûte encore plus cher dans un mode de transition d'entreprise, de transaction, s'entourer des bonnes personnes qui ont vu neiger, ça va vous éviter bien des soucis et aussi beaucoup de pertes d'argent. Il y a une petite question qui vient d'arriver rapidement, puis je pense qu'on a encore le temps pour la prendre, si vous répondez laser, comme on dit. Donc, est-ce que vous pensez que c'est plus simple de racheter dans un domaine que l'on connaît déjà pour établir sa crédibilité? Et en sous-question, combien ça prend de temps habituellement la période de cohabitation, peut-être dans un cas où le cédant est encore participant dans l'entreprise? Fait que j'aimerais peut-être avoir votre opinion rapidement. Est-ce que c'est essentiel de connaître le domaine pour établir sa crédibilité? Charles, toi? Moi, dans mon cas, je ne connaissais pas le domaine. Donc, ça a eu son propre défi, mais je connaissais le type de défi. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est le défi du reprenariat m'était familier, mais l'industrie ne l'était pas. Hmm. Tandis que j'ai un collègue qui est un PDG d'une autre entreprise d'Anamacor, qui était un peu à l'inverse, qui n'avait jamais été président d'entreprise ou pris le défi de reprenariat, mais qui connaissait l'industrie extrêmement bien et ça a été pour lui un atout extraordinaire. Ça l'a permis à prendre des longueurs d'avance en développement commercial, à s'entourer de monde dans le réseau. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une formule parfaite, mais c'est sûr que ça aide. Euh, Tout s'apprend, mais c'est sûr que ça aiderait. Ouais. Puis ce que je comprends, c'est qu'au moins tu avais une des deux cartes dans ton jeu, donc de connaître c'est quoi le repreneuriat. Si par contre, première expérience en repreneuriat, puis pas connaître le domaine en plus, là, ça pourrait être un peu plus délicat. La courbe d'apprentissage serait plus à pic, mais encore là, il faut voir comment on entoure le repreneur. Et puis Ouais. ça, Namakar sont vraiment extraordinaires là-dedans. C'est des investisseurs très hands-on avec une bonne expertise opérationnelle et les fonds de solidarité aussi apportent cela. Donc, c'est de s'entourer dans l'équipe de direction, sur le conseil d'administration en termes de gouvernance. Euh, Tout ça Hmm, peut aider à pallier quelconque lacune parfait. perçue au réel.
Julie, encore là en sprint, Oui. combien de temps ça dure environ la période de cohabitation si par exemple le cédant est encore actif dans les organisations? Est-ce qu'il y a une moyenne, quelque chose que tu es capable de nommer par rapport à ça? En fait, puis la vraie réponse, c'est ça dépend, là. Mais ce qu'on voit souvent, c'est que contractuellement, il va y avoir une période normalement de 6 mois, 1 an, 2 ans, Mhm. tout dépendamment là, de l'expertise que l'on va perdre et de la période pour faire le transfert de connaissances. Et ça va en lien avec la question précédente. Si on a le repreneur qui connaît très bien le secteur, et une équipe de direction qui est très, très solide, ben, la période va peut-être être plus courte Ouais, que si on a vraiment besoin que le cédant reste pour que ça. parfait. Puis je rajouterais à ça que autant le repreneur doit faire preuve d'humilité, mais le cédant aussi. Et puis dans mon cas, sérieusement, je suis tellement chanceux d'avoir un repreneur extraordinaire, pardon, un cédant extraordinaire en Daniel Gosselin, qui a été patient avec moi, qui m'a donné le temps. Oui, ça a pris du temps à gagner sa confiance, mais il continue à être disponible pour moi en tout temps. Il est encore impliqué dans l'entreprise. Et puis, il m'a toujours dit, peu importe ce qui se passe, je n'ai qu'à prendre le téléphone, il va être ici, il va être là pour m'aider. Je le ressens. Puis ça, c'est un scénario de rêve pour un repreneur. C'est pas tout le temps le cas. Wow. On va arriver vers la conclusion, puis c'est drôle parce que la dernière question que j'ai va servir d'un peu de conclusion. On a dit, Ève Tremblay qui nous mentionne, on a parlé de bien se préparer. J'aimerais savoir s'il y a une checklist pour le sédant pour sa préparation. Bien, justement, on a lu dans mes pensées. Merci Eugénie qui a peut-être mis la diapo. À l'école d'entrepreneurship de Beauce, avec différents partenaires, dont le Fonds de solidarité FTQ, mais plusieurs autres, on a mis en place le mouvement Propulsion Entrepreneurship dans lequel on a deux programmes, justement parce qu'une checklist, je vous dirais, ça dépend de chacun, OK? Ça dépend. On n'est pas tous à la même place dans notre vie, mais encore là, il y a des incontournables, des outils qu'il faut connaître, et c'est pour ça qu'on a mis en place deux programmes différents qui sont sous forme de séjour intensif. Il y en a un qui s'appelle le séjour entreprendre. Donc, vous comprenez le petit jeu de mots là-dedans avec reprendre. Ça s'adresse aux repreneurs potentiels. Et ça peut être des gens qui sont déjà dans le processus, qui sont déjà identifiés dans une relève, que ce soit familiale ou un management buyout, peu importe ce que c'est, ou même des gens qui commencent à considérer le repreneuriat comme peut-être un prochain jalon dans leur vie. Fait que c'est des séjours qui durent 2 jours à l'école. Donc, on passe généralement du lundi au mardi. Puis, on a des experts qui viennent nous dire un peu c'est quoi les éléments que vous devriez mettre dans votre checklist personnelle. De l'autre côté, ben, c'est pérenniser. Pérenniser, c'est s'assurer d'un autre côté que notre entreprise, justement, sera pérenne, va passer au prochain jalon avec des repreneurs potentiels, que ce soit à l'interne, à l'externe, peu importe. Mais c'est aussi d'être pérenne face à soi-même, de dire ça va être quoi ma suite. Puis effectivement, pour le cédant, le parcours, curieusement, est un petit peu plus long. Donc, on invite les gens à venir sur 3 séjours à l'école et le tout intercalé de quelques semaines parce que ça prend de la réflexion très personnelle. OK? C'est pas en 2 jours qu'on règle notre avenir. Fait que, évidemment, il y a des gens avec d'autres expertises qui viennent nous parler de leurs expériences passées en tant que cédants, parce que c'est le fun des fois de voir qu'il y a des gens qui l'ont fait, puis comment ils ont passé à travers le tout. Puis, en même temps, ben, il y a tous les enjeux, je vais dire, un peu plus techniques, financiers, fiscaux qu'il faut préparer. Donc, c'est deux parcours extraordinaires qui sont offerts depuis le début de l'année passée, justement, à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Donc, vous êtes les bienvenus. Il y a un petit code QR, mais si vous allez sur le site de l'École d'entrepreneurship de Beauce, vous allez trouver tous les éléments d'information pour y participer. Fait qu'en mot de la fin, je commencerai par toi, Julie. Ça serait quoi ton mot de la fin ou Ben, un dernier message que tu voudrais offrir? ben, mon mot de la fin, c'est qu'entreprendre, c'est aussi sexy, sinon pas plus que démarrer une entreprise. Alors, ça peut être une avenue. Et si vous êtes un repreneur et que vous avez besoin d'être accompagné, on est présent dans toutes les régions du Québec. Allez sur le site du fonds selon la région et vous allez pouvoir contacter une personne avec qui vous allez pouvoir discuter. Soyez prêts quand vous allez avoir cette discussion-là, parce que comment vous allez vous démarquer. C'est bon. Merci, Julie, de ta contribution. Et Charles, en terminant. En terminant, je dirais tout simplement que ça fait des années qu'on parle de manque de relève au Québec. Il y a
j'entends toute ma carrière, j'ai entendu que les entreprises vont devoir changer de main, etc. Il n'y a jamais eu un meilleur moment pour être un repreneur. Je félicite l'École d'entrepreneurship de la Beauce, les fonds de solidarité, des groupes comme Namacor qui viennent encourager les repreneurs à prendre les rênes de ces entreprises fantastiques que nous avons au Québec. Et puis, je pense que si vous y songez, pensez-y, c'est une grosse décision. Mais c'est absolument fascinant, c'est passionnant. Et puis, j'encouragerais tout le monde à l'explorer sérieusement. Ben, merci Charles, merci à vous deux, merci tout le monde d'avoir assisté au webinaire. Donc, je suis Steve Trank, coach accompagnateur à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur le site web de l'école, suivez le Fonds de solidarité. Suivez aussi Semi Mulching dans vos futures aventures, puis les succès que vous allez avoir pour conquérir la planète. Fait que je vous remercie, on se voit très bientôt. Salut! Merci.